En septembre 1408, dans une petite église de pierre sur la côte du Groenland, une jeune femme nommée Sigrid Bjornsdottir épousa un homme du nom de Thorstein Olofsson. 2 prêtres lurent les bancs et un certificat fut délivré. C'était en apparence du moins un mariage ordinaire. 2 ans plus tard, le couple fit voile vers l'Islande pour rapporter des nouvelles à leur famille. Ce fut la dernière fois que l'on entendit parler des Vikings du Groenland. Une colonie qui comptait jusqu'à 50 personnes et qui avait existé pendant près de 5 siècles disparue tout simplement. Aucun corps, aucune trace écrite, aucun adieu. Lorsqu'un missionnaire norvégien arriva en 1721 s'attendant à trouver une communauté chrétienne florissante, il découvrit des fermes abandonnées et des églises silencieuses. Pendant des siècles, l'explication resta la même. Ces populations étaient obstinées et refusaient de s'adapter. Puis la science moderne commença à étudier les ossements, les sols et les archives génétiques. Ce qu'elle a découvert était loin de ce qu'on avait raconté. L'homme qui avait fondé la colonie était un meurtrier. Erik Thorvaldsson, surnommé Erik le Rouge en raison de la couleur de ses cheveux et de sa barbe, avait déjà hérité de ce problème familial avant même de poser le pied au Groenland. Son père Thorvald avait été banni de Norvège pour homicide involontaire et avait emmené Erik West, âgé de 10 ans, en Islande pour recommencer sa vie. Ce nouveau départ n'a pas été possible. Erik hérita du tempérament de son père avec un certain intérêt. Suite à une dispute concernant des poutres de bois empruntées, il tua 2 des fils de son voisin, et la justice islandaise le condamna à 3 ans d'exil. Le monde viking n'était pas un monde clément, mais Erik avait franchi même ses limites. La direction de son exil fut déterminée par la géographie. À l'est, la Norvège, d'où sa famille était déjà bannie. Au sud, l'océan Atlantique. À l'ouest, une rumeur. Aux alentours de l'an 900, un marin égaré nommé Gunnbjörn Ulfsson, dévié de sa route par les vents, aperçut la terre à l'horizon. Il ne mit jamais pied à terre. Il revint avec ce récit et rien d'autre. Pendant 80 ans, cette observation est restée dans l'imaginaire islandais comme une sorte de légende, voire une simple note de bas de page pour la navigation. Erik s'y est dirigé en 982. Ce qu'il a découvert en premier n'était pas encourageant. La côte orientale du Groenland est un mur de glace et de roches noires ininterrompu sur des centaines de kilomètres, un littoral qui se déclare inhabitable et qui ne plaisante pas. Il n'avait aucun moyen de faire demi-tour. Il poursuivit sa route vers le sud, contournant la pointe sud abrupte que les marins appelleraient plus tard le Cap Farewell, et commença à remonter la côte ouest. Le paysage changea. La glace laissa place à de profonds fjords des vallées abritées de l'herbe, poussant là où on ne l'attendait pas des phoques le long des côtes, des oiseaux marins dansant au-dessus de nos têtes. Ce n'était ni l'Irlande ni la Norvège, mais c'était suffisant. Il passa ses 3 années d'exil à explorer le pays. Il campait sur des îles, naviguait au cœur des fjords, nommait des lieux, découvrait les parcelles de terre fertiles qui deviendraient des fermes. À la fin de sa peine, il retourna en Irlande avec un plan qui consistait à convaincre plusieurs centaines de personnes de tout abandonner et de suivre un meurtrier condamné à travers l'Atlantique Nord jusqu'à un pays qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Alors il mentit. Il l'appela Groenland. Les sagas écrites longtemps après sa mort racontent qu'il choisit ce nom précisément parce qu'un lieu à la consonance verte attirerait les gens. C'était l'équivalent au 10e siècle d'un agent immobilier qualifiant un studio de « confortable », et ça a marché. En 986, 25 navires quittèrent l'Islande chargés de bétail d'outils et d'environ 500 colons pleins d'espoir. Seuls 14 navires atteignirent leur destination. Certains firent demi-tour, d'autres sombrèrent en mer. Les survivants établirent 2 colonies le long de la côte sud-ouest. L'établissement oriental se trouvait près de ce qui est aujourd'hui Qaqortoq, et un établissement occidental plus petit se situait à environ 300 miles au nord près de l'actuel Nuuk. Erik ne revendiqua ni l'un ni l'autre. Il s'appropria les meilleures terres de tout le territoire, un vaste domaine appelé Brattahlid, situé au fond d'un magnifique fjord et offrant les plus beaux pâturages que les colons aient jamais trouvés. Il y fit construire une grande salle. Lors des fouilles archéologiques menées dans les années 1930, le site fut mesuré à 24 mètres de long. L'homme qui avait été banni à 2 reprises pour meurtre était devenu en l'espace d'une décennie seulement roi de son propre pays. Et ce pays, contre toute attente raisonnable, allait perdurer pendant près de 500 ans. La première génération de colons découvrit rapidement ce que la terre pouvait et ne pouvait pas leur donner.
Ils avaient importé des bovins, des moutons et des chèvres d'Islande et s'étaient attelés à recréer le mode de vie agricole qu'ils avaient connu. Durant la courte saison estivale, ils élevaient le peu qu'ils pouvaient. Ils fabriquaient du fromage et du beurre à partir du bétail. Ils chassaient les phoques et les caribous le long de la côte. Les fjords leur fournissaient du poisson. Les falaises des oiseaux marins. Il arrivait parfois qu'une baleine s'échoue et nourrisse un village pendant des semaines. C'était faisable. Ce n'était pas confortable. Les limitations étaient sévères et permanentes. L'île était presque dépourvue d'arbres, ce qui impliquait l'absence de bois pour la construction de navires et de maisons. Le minerai de fer y était quasiment inexistant, empêchant ainsi la fabrication d'outils et d'armes. La culture des céréales étant aléatoire sous ce climat, il était impossible de se procurer du pain sans en importer. Le bois flotté qui s'échouait sur les plages était si précieux que les chefs de la communauté le rationnaient. Il était interdit de le brûler pour se chauffer ou cuisiner. Pour le combustible, ils utilisaient la tourbe abondante au Groenland. Et pour les bâtiments, ils construisaient des murs en pierre sèche isolés avec de la fourrure animale. En une seule génération, ils avaient bâti à partir de presque rien une société agricole arctique fonctionnelle. Au début du 11e siècle, la population avait atteint entre 2,0 et 5,0 individus. Environ 500 fermes dans la colonie orientale et une centaine dans la occidentale. Puis au 12e et 13e siècle, la colonie connut ce que l'on peut qualifier d'âge d'or. Ce succès était dû à une seule denrée. Chaque été, des expéditions de chasse naviguaient 480 km vers le nord jusqu'aux terres que les Vikings appelaient le Nordersetur, près de l'actuelle baie de Disco. Le voyage était périlleux. La récompense était de la matière première la plus précieuse d'Europe médiévale, l'ivoire de Morse. À l'époque, les marchands européens n'avaient pas accès de manière fiable aux défenses d'éléphants d'Afrique, ce qui faisait du morse un matériau de prestige sur tout le continent. On le sculptait en crucifix, en crosse d'évêque, en reliures de livres richement décorées en ornements pour les demeures des riches. Les Groenlandais avaient accès à une ressource apparemment inépuisable. Des milliers de morses se rassemblaient le long des rivages rocheux de la baie de Disco, et les chasseurs se rassasiaient avant de retourner vers le sud chargés de leurs embarcations. La peau de morse était tout aussi précieuse, extraordinairement résistante et entièrement imperméable. Le morse pouvait être transformé en corde suffisamment résistante pour gréer certains des plus grands navires d'Europe. Outre le morse lui-même, les Groenlandais exportaient de la fourrure de renard, de l'huile de phoque et des peaux d'ours polaires. Des ours polaires vivants étaient parfois expédiés comme cadeaux royaux achetés par des rois européens pour la seule raison du prestige que représentait leur possession. Des défenses de narval étaient vendues à une élite européenne crédule qui les prenait pour de véritables cornes de licorne. Les faucons gerfaux, ces magnifiques oiseaux de chasse arctique, valaient plus que leur poids en or. En posséder une était un signe de grande réussite sociale. En retour, des navires en provenance de Bergen apportaient les produits essentiels que la colonie ne pouvait produire elle-même. Outils en fer arme bois pour les bateaux et les maisons céréales pour le pain-vin de messe et de siège pour les églises. Sans tout cela, la colonie ne pouvait pas fonctionner. C'est cet aspect qu'il faut préserver. Les Vikings du Groenland ne dépendaient pas des ressources de leur île natale. Leur survie reposait sur un seul produit d'exportation, vendu à un unique partenaire commercial via une unique route maritime. 450 ans de civilisation, une population de 5,0 personnes à son apogée des églises et des cathédrales, une société qui exportait des cornes de licorne vers les rois européens, tout cela reposait sur une seule et même ressource économique. Les poutres peuvent se briser. Pendant la majeure partie du 20e siècle, l'explication du sort des Vikings du Groenland était figée. On la retrouvait dans les manuels scolaires, les documentaires et les articles universitaires et elle était considérée comme une vérité établie. L'histoire était simple et satisfaisante, ce qui est généralement le premier indice qu'une histoire est fausse. On disait que les Vikings étaient des Européens rigides qui avaient emporté leurs traditions agricoles dans l'Arctique et refusaient de les abandonner. Ils s'accrochèrent au bétail quand celui-ci n'avait plus aucun sens. Ils s'accrochèrent aux moutons quand l'herbe cessa de pousser. Ils ignorèrent les Inuits qui survivaient autour d'eux, car ils les considéraient comme des païens, et les Vikings étaient trop fiers pour apprendre de ce qu'ils estimaient être un peuple inférieur. Ils moururent de faim, leur dignité européenne intacte. La morale de l'histoire était simple et limpide, une civilisation anéantie par son entêtement, une mise en garde contre l'arrogance culturelle. C'était un récit captivant mais aussi en grande partie faux.
La preuve qui a renversé cette théorie ne provenait pas de nouveaux documents historiques car il n'en existait aucun. Elle provenait des ossements eux-mêmes. Lorsqu'une personne mange, la composition chimique des aliments qu'elle consomme s'inscrit de façon permanente dans son squelette. Les isotopes du carbone et de l'azote en particulier laissent une empreinte si spécifique qu'un chercheur compétent peut déduire à partir d'un seul fragment d'os si la personne se nourrissait principalement d'animaux terrestres, principalement d'animaux marins ou d'une combinaison des deux. Cette technique appelée analyse des isotopes stables a été appliquée systématiquement au cours des dernières décennies aux restes squelettiques Vikings découverts au Groenland. Les résultats n'ont pas correspondu à l'histoire connue. Ils l'ont même totalement contredite. Dans les premières générations de la colonie, les ossements confirment les prédictions du récit traditionnel. Environ 80% de l'alimentation des Vikings provenait de l'agriculture terrestre bœuf-mouton produits laitiers, la nourriture d'une société agricole européenne transplantée dans l'Arctique. C'est le point de départ attendu. La suite fut inattendue. Au cours des siècles suivants, le rapport s'est modifié. Lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement. Aux dernières générations de la colonie, les proportions s'étaient presque exactement inversées. Environ 80% du régime alimentaire des Vikings provenait désormais de la mer, principalement du phoque. Une société qui refuse de s'adapter ne reconstruit pas l'intégralité de son système alimentaire. Ce n'est pas de l'entêtement, mais le signe d'une population en pleine transformation, désespérée et continue. Les Vikings du Groenland ne s'accrochaient pas aux traditions européennes. Ils les abandonnaient aussi vite que la génération suivante apprenait à chasser. Les preuves archéologiques des dernières phases des deux colonies racontent la même histoire dans un langage différent. Les outils de chasse aux mammifères marins se multiplient dans les archives. Les vêtements s'adaptent aux conditions côtières. Les fermes se regroupent à mesure que les populations se déplacent vers la côte et s'éloignent des pâturages intérieurs défaillants. Tout ce que les Vikings pouvaient changer, ils l'ont changé. Ce qui soulève une question à laquelle l'ancien récit n'a jamais eu à répondre: si ces gens s'adaptaient autant que possible, qu'est-ce qui les a tués? Car quelque chose les a tués. Quelque chose a anéanti une société de 5-0 personnes en l'espace d'un siècle environ, ne laissant derrière lui que des fermes abandonnées et un unique acte de mariage daté de 1408. Les ossements excluent l'explication la plus simple. Ils excluent toute leçon morale. Quelle que soit la cause de la disparition des Vikings du Groenland, ce n'était ni l'orgueil ni un manque de volonté. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient fuir aussi vite qu'ils s'y prenaient. Et la preuve de ce phénomène se trouve à 3 niveaux: le climat, le marché et les voisins. Commençons par le climat. Le Groenland d'Éric le Rouge n'était pas tout à fait le mensonge qu'on a toujours décrit. Lorsqu'il débarqua sur la côte ouest en 982, il arriva durant une période climatique que les climatologues appellent aujourd'hui l'optimum climatique médiéval. Pendant près de 3 siècles, les températures arctiques furent exceptionnellement douces. L'herbe poussait dans les fjords. Le bétail pouvait paître en plein air pendant de longues périodes de l'année. Les routes maritimes vers l'Europe restaient praticables presque toute l'année. Le fantasme d'une agriculture viking au sommet du monde n'était le temps d'un instant plus qu'une simple utopie. Le marketing d'Éric était agressif, mais le climat lui a véritablement été favorable pendant les premières générations de la colonie. Vers l'an 1300, cette période faste prit fin. Ce qui suivit est aujourd'hui connu sous le nom de petit âge glaciaire, une période de refroidissement brutal qui affecta l'hémisphère nord pendant plusieurs siècles. Au Groenland, les températures moyennes annuelles chutèrent d'environ 1 degré Celsius. Ce chiffre semble insignifiant. Pour une société agricole qui fonctionnait déjà à la limite absolue du possible, cela a suffi à anéantir toute l'entreprise. Le mécanisme était simple et impitoyable. Des saisons de croissance plus courtes signifiaient moins de foin. La raréfaction du foin impliquait de garder le bétail à l'intérieur plus longtemps chaque hiver, ce qui entraînait une consommation plus rapide des réserves de fourrage que leur reconstitution l'été suivant. Le taux de survie des veaux diminuait chaque année. Les troupeaux se réduisaient. La production laitière s'effondrait. Chaque ferme de la colonie est entrée dans la même spirale de déclin progressif à peu près au même moment. Les analyses polliniques effectuées sur les sédiments des lacs du Groenland confirment le recul des herbes et de la végétation en bordure des exploitations agricoles précisément durant cette période. La base agricole de la société se dégradait et ce partout à la fois. Le froid n'était que la première couche. La banquise s'étendait chaque année plus au sud, fermant les routes de chasse de la baie de Disco pendant des mois de plus en plus longs.
La chasse estivale aux morse moteur économiques qui avait financé 4 siècles d'importation devint de plus en plus dangereuse et de plus en plus aléatoire. Les navires en provenance de Bergen constataient que les approches des côtes du Groenland étaient de plus en plus difficiles à naviguer et la période propice au commerce en toute sécurité se réduisait d'année en année. La colonie avait été fondée sur l'hypothèse de la libre circulation maritime. Or, la libre circulation maritime s'intensifiait, puis vint la mer elle-même. Durant toute la période d'occupation viking du Groenland, le niveau de la mer le long des côtes s'est élevé d'environ 3 mètres. Cette montée était progressive, de l'ordre de quelques centimètres par génération, ce qui explique pourquoi il a fallu si longtemps aux colons pour comprendre ce qui leur arrivait. Mais la géographie de la colonie la rendait particulièrement vulnérable. Les meilleures terres agricoles, les pâturages les plus productifs, les plaines fertiles où l'on élevait du bétail depuis des générations, tout cela se trouvait dans les zones basses le long des fjords. C'est là que l'eau est entrée en premier. Des centaines de kilomètres carrés des terres agricoles les plus précieuses de la colonie furent inexorablement et silencieusement englouties par l'océan. Une société qui perdait déjà ses pâturages à cause du froid perdait maintenant ses terres au profit de la mer. Les pâturages intérieurs dépérissaient. Les pâturages côtiers étaient inondés. Les terrains de chasse gelaient. Dans toutes les directions où les Vikings posaient leur regard, l'environnement dans lequel ils avaient bâti leur vie se transformait en quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne leur serait plus utile. Ils continuaient à cultiver la terre, ils continuaient à chasser, ils continuaient comme les isotopes allaient plus tard le prouver à s'adapter. Mais ils s'adaptaient sur un terrain de plus en plus restreint et ce terrain se réduisait plus vite que leur capacité d'adaptation ne pouvait suivre. Et le changement climatique n'était que le premier coup dur. Le second coup dur est venu de 5,0 km de distance et n'a pas pris la forme d'un changement climatique. Il s'est manifesté sous forme de crise économique. Le marché de l'ivoire, unique ressource sur laquelle reposait toute l'économie groenlandaise, était déjà en train de s'effondrer avant même que le changement climatique n'ait fini son œuvre. Au 13e et 14e siècle, de nouvelles routes commerciales s'ouvrirent vers la Russie, offrant aux marchands européens un accès fiable aux populations de morses russes chassées le long de la mer Blanche et du nord de la mer Baltique. Presque simultanément, l'essor du commerce méditerranéen a permis à l'Europe de renouer avec l'ivoire d'éléphant d'Afrique matériaux dont le morse n'avait été qu'un substitut. Ces deux alternatives étaient moins chères et plus abondantes. Tous deux sont arrivés par des routes maritimes plus courtes, plus sûres et moins dépendantes des conditions météorologiques que tout ce qui provenait de Disko Bay. L'effet sur le Groenland a été catastrophique et silencieux. Les prix de l'ivoire de morse du Groenland se sont effondrés sur plusieurs décennies, non pas en un seul coup, mais par une longue érosion qui n'a laissé à la colonie aucun moment propice pour réagir. Le seul levier économique qui avait permis d'acheter pendant 4 siècles du fer, du bois, des céréales, des armes et des fournitures ecclésiastiques s'est tout simplement arrêté de fonctionner. Les navires arrivaient moins fréquemment. Lorsqu'ils arrivaient, ils transportaient moins de marchandises et exigeaient moins en retour. Chaque été, les expéditions de chasse continuaient de naviguer vers le nord. Les morses étaient toujours là. On récoltait encore leur défense. Mais le marché sur lequel ils vendaient leur gibier avait changé et la colonie n'avait plus rien à vendre. Puis en 1348, la peste noire atteignit la Norvège. Il n'existe aucune preuve archéologique ou génétique que la peste ait jamais atteint le Groenland. La distance, le froid et la diminution du trafic maritime ont peut-être épargné la colonie d'une infection directe. Cela n'avait aucune importance. Le Groenland avait passé 400 ans à bâtir l'intégralité de ses relations extérieures autour d'un seul partenaire commercial, Bergen. Durant l'hiver 1349, en l'espace d'environ 6 mois, la peste a tué environ 60% de la population norvégienne. Les accords commerciaux, les familles de marins, les relations marchandes intergénérationnelles que le Groenland avait cultivées pendant des siècles, tout cela avait disparu en l'espace de 6 mois. La population qui avait survécu en Norvège n'allait pas reprendre le transport maritime transatlantique dans un délai raisonnable. Chaque bras de fer disponible était nécessaire au pays. Chaque ville côtière avait perdu ses marins. Chaque port avait perdu ses navires. Pour une colonie lointaine qui n'avait jamais été une priorité stratégique pour qui que ce soit en Europe, la peste n'était pas une simple formalité. Ce fut la rupture définitive du seul lien qui maintenait la colonie en place. L'Église constituait le second lien, et ce fut elle la suivante à disparaître. En 1378, le dernier évêque du Groenland, un homme nommé Alf, mourut dans la colonie de l'Est. Aucun remplaçant ne fut jamais envoyé.
Les archives papales contiennent quelques documents plus tardifs évoquant l'idée d'envoyer un nouvel évêque, question de plus en plus considérée comme théorique pour un diocèse que personne à Rome ne pouvait joindre de manière fiable. L'Église, institution qui avait lié le Groenland à la chrétienté européenne pendant près de 4 siècles, a discrètement laissé la colonie se développer. C'est cette configuration que les preuves modernes ont mise en lumière. La colonie n'a pas disparu pour une seule raison. Elle a péri lorsque 3 poutres porteuses distinctes ont cédé au cours de sa seule existence. Le climat qui avait rendu l'agriculture possible, le marché qui avait permis les importations, le partenaire commercial qui avait facilité les échanges. Chacune de ces pertes aurait pu être surmontée. Les 3 réunis ne l'étaient pas. Les Vikings se sont adaptés car les ossements en témoignent, mais il y avait des choses auxquelles aucune adaptation ne pouvait remédier. Pendant que les Vikings construisaient leur société, un autre peuple s'était rapproché d'eux. Les Thuléens, ancêtres des Inuits modernes, migraient depuis des siècles vers l'est, à travers l'Arctique canadien, suivant les phoques et les baleines, s'étendant sur un territoire qui avait auparavant été occupé par une culture plus ancienne appelée les Dorset. Au 14e siècle, ils avaient atteint les confins septentrionaux du monde nordique. Les 2 peuples se rencontrèrent et pendant un temps commercèrent entre eux. Des objets métalliques nordiques ont été retrouvés sur des sites archéologiques de Thule à travers l'Arctique, transportés vers le nord grâce à des contacts initialement pacifiques. Puis en 1379, les annales highlandaises relatent une attaque contre la colonie de l'Est. Les Vikings appelèrent les assaillants Skraelings, terme qu'ils utilisaient pour désigner tous les peuples autochtones de la région. 18 hommes furent tués. Aucun document ne décrit ce qui s'est passé à Western Settlement, mais les découvertes archéologiques sont sans équivoque. Des fermes ont été incendiées, des biens abandonnés sur place. Cet abandon semble précipité plutôt que progressif, signe d'une population partie rapidement et ne jamais revenir. L'ancien récit présentait cela comme une simple histoire de pillards primitifs s'attaquant à une civilisation affaiblie. Les preuves modernes révèlent une réalité plus troublante. Les Thuléens n'étaient pas primitifs. Ils étaient tout le contraire. C'était un peuple dont toute la technologie, les vêtements, le régime alimentaire, l'habitat, la stratégie de chasse et l'organisation sociale avaient été perfectionnés pendant des milliers d'années précisément pour les conditions arctiques qui accablaient désormais les Vikings. Des kayaks dont les Vikings n'avaient pas d'équivalent, des harpons à tête pivotante qui chassaient le phoque plus efficacement que tout ce que possédaient les Groenlandais. Des habitations d'hiver qui conservaient mieux la chaleur que des murs de pierre isolés par de la fourrure. Les Vikings étaient impuissants face à tous les facteurs qui favorisaient désormais les Thuléens. Malgré tous leurs efforts d'adaptation, ils étaient condamnés à lutter contre une population mieux adaptée qui de facto l'emportait. La phase finale de la colonie est relatée en quelques détails tristes et épars. La colonie de l'Ouest disparaît complètement des archives vers le milieu du 14e siècle. Un fonctionnaire norvégien du nom d'Ivar Bardarson, envoyé de la colonie de l'Est pour enquêter, rapporta avoir trouvé du bétail en liberté et aucune personne. La colonie de l'Est subsista pendant plusieurs générations encore, mais sa population diminuait à chaque décennie. Les fermes se sont regroupées, les exploitations isolées ont été abandonnées. Les cathédrales qui desservaient autrefois une paroisse s'étendant sur tout un continent accueillaient chaque année de moins en moins de fidèles. Puis en 1408 à l'église de Valsay, Sigrid Bjornsdotter et Thorstein Olafsson se marièrent devant 2 prêtres dans un village encore suffisamment prospère pour délivrer un certificat. Le couple fit voile vers l'Islande en 1410. C'est le dernier événement daté de l'histoire écrite du Groenland nordique. Après, plus rien. Aucun chroniqueur ne relate la fin. Aucun navire ne revient porteur de nouvelles d'une catastrophe. Aucune fosse commune n'a jamais été découverte. Les indices archéologiques suggèrent une conclusion peu dramatique. Les populations ne disparaissent pas toujours dans un désastre. Parfois, leur disparition est simplement mathématique. Un taux de natalité légèrement inférieur au taux de mortalité qui se maintient pendant des décennies engendre une communauté qui se réduit à chaque génération jusqu'à ce qu'un hiver, il ne reste plus personne. Les dernières familles sont très probablement mortes de faim, une ferme à la fois pendant des années plutôt que des semaines dans un pays devenu bovide et inhabitable pour elles. Lorsque Hans Egede ait parcouru ces vallées en 1721, les fermes qu'il a trouvées étaient silencieuses depuis environ 300 ans. Les ruines n'étaient pas un mystère, elles étaient une conclusion. La réponse que les ossements, les isotopes, les analyses polyniques et les ruines apportent ensemble n'est pas celle que l'histoire a écrite pendant des siècles. Les Vikings du Groenland ne sont pas morts par entêtement.
Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont refusé de changer. Ils ont changé tout ce qu'ils pouvaient changer. Ils ont changé leur alimentation. Ils ont changé leurs techniques de chasse. Ils ont changé de lieu de vie. Ce qu'ils ne pouvaient changer, c'était le climat sous leurs pieds, le marché d'outre-mer, ni la peste qui ravageait une ville qu'ils n'avaient jamais vue. Ils étaient une civilisation qui avait tout fait correctement selon leurs propres critères de résilience, et pourtant ils ont perdu. Les eaux s'en souviennent. Les isotopes s'en souviennent. Les fermes abandonnées que Hans Egede a traversées en 1721 s'en souviennent. Il nous fallait simplement les bons outils pour lire ce qui avait été écrit, et lorsque nous les avons eus, l'histoire que nous nous racontions s'est effondrée.